Rapide, rapide, je me commande tout l'esprit de tout l'animateur cantonal des services centrales qui veut me faire le tête. C'est ça. Mon fils Maman Mouloué, Moukabonamboua, Makoula, Yaya Bumbundu. Moukabonamboua, Makoula, Yaya Bumbundu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On y va, mon frère. Bonjour. Excusez-moi tout d'abord du retard. Bon, j'avais pas mal de préoccupations à régler d'abord avec la famille, mes enfants et madame. Bon, donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Étudiante, la loi du silence en France. Des prostitutions forcées, viols, 70% des migrantes en Europe. Stop au viol dans le monde. Oui, parce que au fait, aujourd'hui, le système immigratoire en profite à un réseau des monstres qui ne respectent pas la femme, des monstres qui ne respectent pas les jeunes filles africaines. Parce que pour eux, ces jeunes filles, en foulant leurs pieds en Europe, doivent aller vendre leur corps. Mais voilà pourquoi moi, luthier africain, je déteste les Occidentaux 666. C'est des barbares. Ils tuent chez nous en Afrique. Partout, ça va mal. Au Congo-Brazzaville, chez moi, au Poul, 8% Sassou a exterminé des populations. En RDC, on fait pareil, on tue. Hippolyte Kanambe, voleur du nom de Kabila, il tue. Au Gabon, pareil. Cameroun, pareil. Partout, l'Afrique va mal. Et les Africaines et les Africains, ils fouillent. Ils fabriquent des bateaux, ils le mettent dans l'eau et c'est parti. Parce qu'ils sont en train de suivre les traces des ancêtres.
Hier, les Occidentaux, 666, ils sont allés chercher nos parents en Afrique. Hein. Pendant ce temps, eux, en Europe, ils vivaient dans des grottes. Mais en Afrique, chez nous, nos rois, à l'époque de nos ancêtres, vivaient dans des maisons bien construites. Hein. Et il y a des images, je vous mettrai tout à l'heure. Vous verrez comment nos rois s'habillaient en Afrique et nos reines. L'homme blanc est un barbare. Et quand je parle de l'homme blanc, je m'adresse à ceux qui sont des hommes politiques. Je ne m'adresse pas aux blancs petits dans la société. Hein. Non! Les blancs américains, les blancs français, les restes des blancs qui sont pauvres en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas eux. Moi, je m'adresse à ceux qui dirigent. Nous allons suivre. Ça fait immensement mal qu'on puisse exploiter des jeunes filles. Des jeunes filles. On va où? En Libye, pareil. Nous allons voir des témoignages. Mais qu'est-ce qui se passe? La Croix-Rouge et les sœurs d'église catholique, elles en parlent de la situation. Hein? Mais attendez, on va où? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je crois l'heure est arrivée que les Africains puissent ouvrir les yeux. Nous devons nous battre pour dégager les dictateurs. Bonjour mon frère Bram Mandela. Ça fait longtemps. Bram Mandela. Nous devons sortir de la bêtise. Nous avons besoin de décoller. L'Europe, les États-Unis, on n'est pas chez nous. Chez nous, c'est en Afrique. Chez nous, c'est en Afrique. Est-ce que nous allons continuer à regarder ce cinéma et accepter de continuer à vivre ainsi? Je refuse. Non. Il faut que la femme, jeune fille, retrouve ses pas. Parce que il y a un problème catastrophique. L'Afrique va mal. Et en Europe, les Africaines sont utilisées. Oui. Et je dis non. Il faut que ça cesse. Il faut que l'Africain revendique ses droits. Il faut que les Africains arrêtent d'aller dans des églises. Quand les résistants, les combattants font des marches à Paris, vous appellent, il faut sortir des églises, venir. Mais arrêtez d'aller dans des églises qui vous font endormir. L'église est un antibiotique pour faire endormir les consciences. L'église est un antibiotique. Je vous rassure, l'église et la politique. Vous avez la politique, vous avez l'église, vous avez la prostitution. Tous ces trois-là sont reliés et font un. Parce que l'église, c'est le pognon. Hein? Écoutez bien, l'église, c'est le pognon. C'est un business, le pognon. La prostitution, c'est le pognon. La politique, c'est le pognon. Le pognon, c'est le fric, fric, fric. Hein? Il faut que les gens ouvrent les yeux. Mais l'heure, elle est grave. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo que quelqu'un est en train de mettre sur Facebook, où il y avait un travelot qui est en train de se maquiller et des longs cheveux, et il s'est fait avancer des seins en injectant un travelot, un homme qui s'est fait femme. Et il fallait voir comment il y avait du monde qui allait regarder la vidéo. J'ai dit, mais les Africains, la plupart, ont un problème. Quand nous faisons des directs, il n'y a pas du monde. Mais les mondes là devront venir voir ce qui se passe.
Quand nous faisons des directs sur les viols en RDC, les crimes atroces, hein, et ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, mais les gens doivent s'intéresser. Mais les gens vont regarder ce qui ne valent absolument rien. L'heure, elle est grave. Nous sommes en guerre, je vous le dis depuis. Mais je me demande, est-ce que les Africains de ce nom arrivent à comprendre que nous sommes en guerre? Si nous ne faisons pas attention, hein, l'Afrique va disparaître et l'homme blanc prendra l'Afrique et les Chinois et ils vont nous maltraiter comme les Palestiniens sont en train de subir. Retenez ce que je suis en train de dire. Hein. Il est temps que les Africains prennent conscience pour libérer l'Afrique. L'Afrique, on les Chinois. Il est temps. Il est temps. Hein? Donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc, ici, là, je vais passer sur d'autres vidéos après. Ici, je vais lire d'abord l'article. Le rêve d'Europe devenu cauchemar pour des migrantes. Hein? Par Jean-François Bélanger. Après avoir échappé à la Libye et avoir survécu à la traversée de la Méditerranée, beaucoup de migrantes africaines se retrouvent obligées de se prostituer, prostituer en Italie. Victimes des réseaux de proxénètes bien organisés. Hein? Je vais vous mettre aussi l'article. Les femmes et les enfants, d'abord, soulagés d'être rescapés. Les femmes tendent la main au sauveteur de SOS Méditerranée pour monter en premier dans le Zodiac et laisser sans regret derrière elle l'embarcation de fortune qui leur a permis de fuir la Libye. Une fois en sécurité à bord du navire de sauvetage Aquarium, certaines se mettent à chanter, d'autres tombent dans les bras des membres de l'équipe médicale de Médecins sans frontières. Je vais vous mettre l'article quand je vais finir de lire. Stéphanie Osteter, sage-femme de Médecins sans frontières, tente de comprendre le parcours de chacune des femmes qui montent à bord de l'aquarium. Toutes reviennent de loin, toutes sont mises à l'écart sur le navire car elles sont considérées comme extrêmement vulnérables. Le passage par la Libye a laissé des traces physiques et psychologiques. Stéphanie Osteter, la sage-femme de Médecins sans frontières, le constate à chaque sauvetage. Beaucoup de ces femmes ont été victimes de violences sexuelles. On voit des femmes qui ont été vendues forcées de faire des actes sexuels, de se prostituer. Hein? Donc, on va continuer. Stéphane Osteter et Catalina Arena, la responsable des affaires humanitaires à bord du bateau, discutent avec les femmes pour connaître leur histoire et pour les prévenir des autres risques qui les attendent à leur arrivée lorsqu'on remarque des femmes jeunes qui voyagent seules ou en groupe de femmes. C'est une situation qui nous met en alerte, dit Catalina. Car pour beaucoup de migrantes, le calvaire ne se termine pas avec leur débarquement en Europe. Bon nombre d'elles
elles sont déjà piégées victimes de réseaux de proxénètes qui ont payé leur voyage dans le but de les exploiter en Europe. Maintenant, ça continue. Selon l'Office pour les migrations internationales, OIM, 80% des migrantes d'origine nigériane arrivées par la Méditerranée en Italie sont victimes de trafic sexuel. L'organisme a d'ailleurs observé une hausse de 600% des arrivées de Nigérianes en Italie en 2016. Elles étaient plus de 11 000. Les travailleuses humanitaires estiment avoir affaire à des réseaux de trafiquants bien organisés. Maintenant, ici c'est dit, une simple visite de la route nationale 385 près de Catane en Sicile permet de constater le résultat. Des dizaines de femmes à peine vêtues tentent d'attirer l'attention des automobilistes pour leur offrir du sexe à bon marché. Ici, pas de luxe. Seules des chaises blanches en plastique, parfois un matelas dont les sous-bois adjacents, mais le plus souvent, la relaxation est consommée en quelques minutes dans le véhicule du client pour une poignée d'euros. Vous voyez? Ah, ça fait mal. Daniela raconte, raconte ne jamais faire plus de 50 € ou 60 € par jour, soit moins de 100 US. Je n'aime pas ce travail. Personne n'aime ce travail, précise-t-elle, expliquant n'avoir pas trouvé d'autres moyens pour nourrir ses deux enfants. Restée au Nigeria, elle a 29 ans. Elle avoue avoir parfois peur et dit rêver de pouvoir arrêter pour trouver un travail plus décente comme coiffeuse ou femme de ménage. Plus loin, Blazing, 23 ans, confiait des tests aussi ce qu'elle est devenue, mais il est très difficile d'en sortir, explique-t-elle. Avouons se sentir prises au piège, les filles et moi travaillons toutes de longues heures, comme des robots. Voilà. Ça, ce sont les migrantes en Europe. Et c'est dit ici, presque toutes les prostituées nigériennes proviennent de la même région, celle de Bénin, citée. Et beaucoup sont tombés dans le piège des réseaux de trafiquants avant même de quitter leur pays. Angie se souvient encore des belles promesses qu'on lui avait faites. Ils m'ont dit que j'allais vivre mieux en Europe, que je serais libre. La jeune femme est partie à 17 ans du Nigeria, mais pas par choix. Elle raconte une nébuleuse histoire de dette à rembourser, la contrainte et l'arme première des trafiquants. Vous voyez, ça fait mal. Donc l'article là, je vais vous le mettre et je vais vous le mettre. Comme ça, vous-même, vous allez aussi lire. Est-ce que vous comprenez? Et après, je passerai sur des vidéos où ce que des gens vont expliquer. Hein? Je vais vous mettre l'article parce que c'est très important. Vive la vérité, hein? Parce qu'on est là pour la vérité. Et la vérité, c'est important. Voilà. Voilà.
Voilà. Je vous ai mis l'article. Voilà. Comme ça, voilà. Vous pourrez lire l'article vous-même. Voilà, je vous ai mis l'article. Ok? Vous pourrez lire l'article et comprendre de quoi le Tché est en train de parler. Parce que le Tché, il vous raconte toute la vérité. Rien que la vérité. Hein? Voilà. Maintenant, nous allons... Ici, c'est torture et prostitution. Le calvaire de Sarah, jeune maman prisonnière en Libye. Voilà. Ça aussi, je vais vous mettre l'article et vous allez lire. Et après, je passerai sur des vidéos, je mettrai. Hein. Voilà. Voilà, je vous ai aussi mis l'article. Voilà. Comme ça, vous pourrez lire. Voilà. Maintenant, prostitution forcée, viol, 70% des femmes. Des femmes migrantes victimes. Victimes. Attendez, il entre de télécharger. Voilà. Victimes. 70% des femmes forcées, viol, prostitution forcée, viol, 70% des femmes migrantes victimes. Voilà. Ont sur les 5 continents subi des violences dans les camps ou pendant leur parcours, estime Gynécologie sans frontières, GSF, qui appelle d'urgence mercredi à l'occasion de la journée des droits des femmes à l'ouverture des centres d'accueil. Voilà. Cet article aussi, je veux vous le mettre, parce que si je me mets à lire, je ne pourrai pas mettre des vidéos qu'il faut mettre. Voilà. Donc, comme ça, vous allez voir aussi l'article. Voilà, parce que c'est important. Moi, pourquoi je fais cela? Je fais cela parce que moi, je suis un père de famille. Et j'ai des enfants. Des garçons et des filles. J'aimerais pas que mes enfants subissent cela. Non, non, non. Et je suis contre. Je suis contre la prostitution. Voilà. Très contre. J'ai mis le lien. Voilà. Comme ça, vous pourrez aussi voir. Comme ça, vous comprendrez aussi. Voilà. Bon. Et après, tout à l'heure, après des vidéos, on passera sur les étudiantes en France et je montrerai aussi pas mal d'autres choses. Bon, là, on va passer sur des vidéos. Bon, voilà, c'est parti. Donc, j'ai vu tout à l'heure. D'accord. Donc on va suivre ça d'abord. Excusez-moi un instant. Ah là 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 là.
vas-y. Voilà. Donc, le magazine de reportage envoyé spécial sur France 2 s'intéressait jeudi aux réfugiés, hommes et femmes, victimes de torture, de viols et d'agressions en Libye. Les journalistes de la chaîne ont pu recueillir le témoignage d'une de ces victimes, une femme, séquestrée et violée quotidiennement. Il y a quelques semaines, la chaîne américaine CNN diffusait les images chocs de la traite d'hommes noirs, vendus comme des esclaves en Libye. Dans son magazine envoyé spécial jeudi soir, la chaîne France 2 a pu recueillir le témoignage de femmes, elles aussi victimes d'exactions en Libye. L'une d'entre elles, séquestrée et violée quotidiennement, raconte le calvaire qu'elle a vécu. On était 5, ils nous ont mis de côté. Il y avait une petite fille de 11 ans. Ils l'ont violée et ils l'ont laissée. 11 ans, se souvient la jeune femme encore très choquée. Dans son récit, elle évoque également le viol d'hommes et de petits garçons. Ils vous crachent dessus. Je leur ai plusieurs fois demandé de me tuer, que ce serait mieux, explique-t-elle encore. voilà. Donc, il y a ça. Ok. Oh là 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 là. Femme d'entreprise, la vie de Sarah a pourtant frôlé la faillite en raison d'un passé chaotique, et ce, dès son arrivée au monde. Issue du fruit d'une relation adultère, elle grandit sans figure masculine saine. Dès l'âge de 4 ans, Sarah va être victime de viol. Des abus sexuels qui vont durer jusqu'à l'âge de 13 ans. Son innocence volée, Sarah est dévastée. Femme d'entreprise, la vie de Sarah a pourtant frôlé la faillite en raison d'un passé chaotique, et ce, dès son arrivée au monde. Issue du fruit d'une relation adultère, elle grandit sans figure masculine saine. Dès l'âge de 4 ans, Sarah va être victime de viol. Des abus sexuels qui vont durer jusqu'à l'âge de 13 ans. Son innocence volée, Sarah est dévastée. KO mais encore debout malgré la violence des coups de la vie qui continuent à pleuvoir. En effet, malgré un procès gagné quelques années plus tard, et la condamnation de son agresseur, Sarah perd dans la foulée sa mère. C'en est trop. Sarah sombre dans l'alcool, la drogue, la dépression et les séjours dans les hôpitaux psychiatriques. À de nombreuses reprises, Sarah va tenter de mettre fin à ses jours. Elle devient un grand corps malade, une coquille vide que l'agressivité vient inviter, une âme en peine, à l'article de la mort. Conséquence de ces traumatismes divers, on diagnostique à Sarah une fibromyalgie, une maladie caractérisée par des douleurs chroniques handicapantes. Mais cette destinée n'est pas la sienne. Bonjour Sarah. Merci de nous accorder cet entretien. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose également de très sensible. On va parler de votre viol. Pouvez-vous
Tu veux dire comment tout a commencé? Quand j'étais petite, ma mère m'envoyait chez ma tante et chez mon oncle qui habitait dans le sud de la France. Et en fait, comme ma mère était une mère célibataire avec 6 enfants, elle n'avait pas assez de moyens pour pouvoir nous payer des vacances. Donc pour elle, le fait de m'envoyer là-bas, c'était des vacances de rêve parce qu'il y avait la nature, c'était en pleine campagne, avec une piscine, des animaux, la ferme, tout ce que je n'avais pas en fait en banlieue parisienne. Il se trouve que l'agresseur n'est autre que votre oncle. Alors en fait, c'est vrai que c'était très particulier parce que, ayant grandi sans figure paternelle, pour moi, je le considérais réellement comme mon père parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui était très respecté avec une comment dire ça, avec un très grand respect dans ma famille. C'était quelqu'un qui avait réussi dans sa vie, sa présence, sa posture imposait réellement déjà le respect. Et en fait, quand tout a commencé, ça a commencé par des jeux dans la piscine. Vous aviez quel âge? 4 ans. 4 ans quand tout a commencé. Donc ça a commencé par des jeux à la piscine, voilà, par des petits frottements, par des petits attouchements. Et c'est vrai qu'en fait, ça se passait le matin. Ma tante avait pour habitude de se réveiller très très tôt, disons à l'aube, vers 5h, 6h du matin. Et comme moi, du coup, j'étais sur le coup de la fatigue, je dormais. Elle partait au champ pour pouvoir aller, voilà, travailler la terre ou les légumes, et moi je me retrouvais seule avec lui, du coup, dans la même chambre que lui, parce que comme la maison était grande et que j'étais petite, j'ai toujours dormi avec eux dans la même pièce. Compreniez-vous ce qui s'est passé à ce moment? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais petite, trop petite pour comprendre, et puis c'est mon oncle. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau parce que c'était des choses que je ne connaissais pas. Mais comme déjà, ça ne me faisait pas mal parce qu'au début, il n'y avait pas pénétration, pour moi, c'était normal. Et le fait que ce soit mon oncle, j'avais juste confiance. Et c'est vrai qu'aussi, au travers de ses paroles, voilà, il me rassurait parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est notre petit secret et c'est notre jeu. Donc pour moi, tout était bien travaillé en fait. Et à partir de quel moment les choses se sont aggravées? Il a passé un palier? Quand j'ai grandi. Plus je grandissais et plus je revenais et puis les actes, en fait, s'aggravaient en fait. Il semble que vous ayez gardé tout ça pour vous sans rien dire pendant un long moment. Pourquoi? Parce que déjà, c'était quelqu'un qui me faisait peur par rapport à sa posture. Et le fait qu'il me dise que ce soit notre secret, c'était quelque chose que je ne pouvais pas dire. Et je ne peux pas dire en fait inconsciemment, parce que d'un côté, je savais que c'était quelque chose de bizarre, parce que je le voyais nulle part, ce genre d'acte-là, en fait, je les voyais nulle part, et on ne m'en parlait pas. Donc pour moi, je savais quand même qu'à l'intérieur de moi, il y avait une différence, que c'était quelque chose de bizarre, des actes assez bizarres. Je ne savais pas poser les mots dessus, mais voilà. Donc du coup, je gardais ça pour moi. En plus, ce sont des choses qui ne se disent pas, parce qu'en plus, j'ai grandi dans une culture où voilà, c'est la pudeur, ces choses-là, c'est... Et dans votre environnement, personne ne s'est douté de rien? Non, non. Parce que je ne laissais rien paraître. Et quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Quand on est petite, c'est plus en grandissant, en fait. Quelles sont les conséquences sur votre personnalité que ça a eu? Des conséquences atroces. Vraiment. Des conséquences atroces. Parce que quand on s'en rend compte, du coup, c'est nous qui culpabilisons. J'ai énormément culpabilisé à me dire comment moi je peux attirer sexuellement un homme de cet âge, en sachant surtout qu'il a une femme et une très belle femme. Et il y avait la culpabilité, la haine, le dégoût de moi-même. Parce que c'est quand même des actes qui sont sales, surtout qu'en grandissant, avec tous les faits qui se passaient à la télé, on nous en parlait à l'école, au niveau de mon comportement, ça m'a beaucoup affecté. Beaucoup de rejet envers moi-même. Surtout déjà beaucoup de rejet, de culpabilité. Vous nous expliquez d'ailleurs que progressivement vous tombez dans de l'agressivité, dans une attitude un petit peu répulsive à l'égard des autres personnes, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. En fait, ça a suscité en moi une telle haine et une telle colère déjà envers moi-même, envers lui, mais surtout envers les gens qui étaient autour de moi. Parce que plus je grandissais, plus je refusais d'y aller. Et même des fois, j'essayais de faire passer certains messages par téléphone en disant, voilà, je ne veux plus revenir là-bas, je suis pressée de rentrer. Et pour moi, il était tout à fait logique que quand je m'adresse à un adulte, il puisse comprendre le langage d'un enfant.
Et en fait, comme je ne parlais pas directement, pour moi, les gens, ils étaient inconsciemment complices. Bon, je ne pouvais pas les accuser de complicité puisqu'ils ne savaient pas du coup, enfin, ils ne connaissaient pas les faits, mais en même temps, je leur en voulais inconsciemment. Vous grandissez et vous allez finir par dénoncer les actes de viol en 2002 environ, et le procès se passe en 2004. Vous pouvez un petit peu développer sur ce passage? Alors c'est vrai que ça a été un moment très compliqué. Très compliqué pour moi parce que déjà, en dénonçant les faits, ça a libéré énormément de victimes, entre guillemets. C'est parce que je savais que quand je me dénonçais pas seule. Qu'on était énormément de victimes derrière. Ça a été une période très compliquée pour moi parce que tu dévoiles le secret de ta vie. D'un côté, ça a été une libération, mais comme une condamnation, parce que je savais que les charges allaient être lourdes, les conséquences allaient être très compliquées. Mais en même temps, je ne pouvais plus m'en retenir. En même temps, je ne pouvais plus me retenir. Donc, c'est vrai que ça s'est passé après mon cours d'éducation civique. On regardait une petite vidéo à l'école et je crois qu'un de mes collègues a dû dire bon voilà, la fille ressemble à Sarah. Et c'est vrai que ça m'a pesé, surtout que quelques temps avant, mon oncle était venu chez moi avec ma tante puisqu'il devait partir en voyage. Et en fait, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus les voir. Je sentais vraiment que c'était la fin et que voilà, qu'il fallait que je puisse dénoncer les faits. Et le fait aussi de dénoncer les faits a été très compliqué au niveau familial. Parce que là, c'est le poteau rose. Hein. Tout le monde se rend compte de la réalité, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Très dur, parce que certaines personnes se sont mises aussi dans la culpabilité. Et moi, du coup, je revivais les faits. Parce que là, maintenant, il fallait en parler. Mon secret était mis complètement à nu. Donc, je me sentais encore plus accessible, en fait. J'avais plus mes armes, quoi. J'avais plus de quoi me protéger. Et c'est vrai que je me suis sentie très exposée parce que du coup, un sujet qui est secret, maintenant on te demande d'en parler. On te demande que ce soit au travers de la police ou de la famille, maintenant il faut exposer les faits et ça c'était vraiment très très compliqué. Donc, ce procès aboutit à la condamnation de votre oncle à 10 ans de prison. C'est bien ça. 10 ans de prison avec des indemnités aussi financières. Pour moi, ma plus belle des victoires, ça n'a pas été le fait qu'il aille en prison. Honnêtement. Ça a été le fait qu'on puisse me reconnaître en tant que victime. Pourquoi? Parce que pendant toute mon enfance, j'ai eu un mauvais comportement. Pour moi, en fait, ça justifiait mon agressivité. Ça justifiait, en fait, mon isolement, mon rejet, mon attitude. Je me disais, enfin, on va pouvoir comprendre pourquoi, en fait, j'étais comme ça. Et on va pouvoir me restaurer, en fait. Et que là, maintenant, je pourrais grandir, être ça. Voilà. Suite à cela, on aurait pu croire que vous alliez enfin pouvoir revivre, normalement, si on peut s'exprimer ainsi. Malheureusement, vous allez vivre dès 2005 encore une tragédie. C'est bien ça. En janvier 2005, c'est-à-dire 4 ou 5 mois après les faits, j'ai perdu ma mère. Ça fait beaucoup de choses. Dès lors, vous plongez dans un cercle infernal de dépression mêlée de drogue. C'est bien ça. En fait, il fallait... Quel type de drogue? Le cannabis. C'était le cannabis ou l'herbe. Je me suis arrêtée à là parce que le reste, j'avais trop peur. Mais voilà, avec un mélange d'alcool, un cocktail explosif, quoi, avec les médicaments antidépressifs, il fallait en fait que je puisse quitter ma réalité. Parce que c'était très dur pour moi. Parce que le fait d'avoir évoqué les faits, je le voyais partout, je sentais son odeur partout. Que ce soit même chez moi, je ne supportais plus dormir dans ma chambre. Voilà, tout ce qui pouvait me ramener à lui, en fait, j'étais dans un état complètement paranoïaque. Il fallait vraiment que je puisse me sortir de cette réalité de vie. En fait, il fallait que je puisse tenir. Et c'est vrai que j'ai trouvé refuge en cela. Vous tentez également de reconstruire votre vie et vous vous mettez en concubinage. Oui, tout à fait. En fait, j'essaye de reconstruire ma vie parce que malgré tout, je me dis que j'ai quand même droit au bonheur, malgré ce qui m'est arrivé. Mais le problème, c'est que j'avais les mauvaises armes avec moi. Parce que le fait d'avoir été violée a eu de graves conséquences sur mon comportement et sur mon attitude. Donc c'est vrai que mon couple était complètement bancal. Parce que pour avoir une histoire équilibrée, il faut pouvoir être bien. Et déjà, j'avais du mal à pouvoir être aimée et à m'aimer moi-même. Donc c'est vrai que c'était très très instable. On était dans l'incompréhension totale. Moi, je vivais avec mes frustrations. C'était très compliqué pour moi. Et on vous apprend également que vous êtes atteinte d'une maladie, la fibromyalgie. Effectivement, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. En fait, ce qui caractérise cette maladie, c'est que c'est la maladie des blessures de l'âme.
Et quand on m'a diagnostiqué cette maladie, en fait, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que quand on a donné la définition, je me suis dit, mais jusqu'où, en fait, mon histoire et mon passé va pouvoir m'atteindre de me pourrir la vie? Parce qu'on m'a dit une chose qui était simple. On m'a dit, Sarah, en fait, tu as tellement encaissé les douleurs et les souffrances dans ta vie que les mots MAUX se transforment, en fait, en mots physiques. Et pour moi, ça a été très compliqué. Très compliqué, très difficile à accepter. Parce qu'il fallait que je puisse prendre en compte mon passé, que je puisse en parler. Et c'est vrai que ça se manifestait en maladie musculaire, avec des migraines. Je ne pouvais plus utiliser mes mains ni mes pieds. Je ne pouvais plus marcher pour m'occuper de mes enfants. C'est vrai que c'est très compliqué. On me donnait des médicaments lourds, en sachant qu'en fait, il n'y a pas de traitement. Donc en fait, on est juste les cobayes. On essaye de nous donner des médicaments, des antidépresseurs, des antidouleurs, les crèmes, tout ce qu'on peut utiliser en fait. Mais pour moi, ce n'était pas la solution parce qu'il fallait vraiment que je puisse me libérer en fait de ce poids et de ce souci-là. Donc bon, il a fallu que je puisse aller voir les psychologues et que voilà, je puisse en parler avec eux, que je puisse faire des thérapies. Mes journées, j'ai passé chez le kiné. Tout ça, c'est vrai que c'était très compliqué. Un traitement très lourd et pour moi, ça a été un coup de massue. Un coup de massue, pourquoi? Parce que en fait, j'ai excellé aussi dans ma vie professionnelle et là, du coup, je ne pouvais plus rien faire. Plus travailler, plus m'occuper de mes enfants, plus de passion. Je me retrouvais encore une fois condamnée, en fait. Condamnée à tout ça. Et, quand on m'a diagnostiqué la maladie et qu'on m'a dit en fait que j'étais atteinte des blessures de l'âme, la maladie des blessures de l'âme, je me suis dit, mais ça, il n'y a qu'une personne qui peut changer cela. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis souvenue de ce nom-là, de ce Jésus-Christ de Nazareth. J'étais arrivée à un tel point dans ma vie où je savais que là, c'était soit je mettais fin à ma vie, soit il me change et me transforme. Et du coup, je l'ai laissé changer ma vie. J'ai laissé rentrer dans mon cœur. C'est-à-dire que je lui ai permis de pouvoir faire l'impossible. À partir du moment où vous rencontrez, vous dites que vous rencontrez celui que vous appelez Jésus, en combien de temps le changement se fait? Parce qu'avant, vous avez tout essayé dans ce monde. Vous avez essayé par vous-même. Il y a les psychologues qui se sont mêlés à tout ça. Il y a la psychiatrie. Et puis, vous avez quand même fait des tentatives de suicide. Vous avez été en psychiatrie. Vous les connaissez presque tous. Et Jésus est vraiment la réponse à vos problèmes. Effectivement. Parce que quand on constate des choses aujourd'hui qu'il y a dans ce monde, et c'est une réalité, un médicament ne peut pas guérir quelqu'un. Il ne peut pas consoler quelqu'un. Peu importe les paroles que ma famille ou mes amis pouvaient me dire, cela ne pouvait pas enlever ce mal qui était à l'intérieur de moi. Un jour, j'étais face à ma mère et j'étais face à la Bible. Et en fait, je l'ai pris au nom. Parce que sa parole me dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À ce moment-là, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement usée par la vie qu'il me fallait quelque chose de nouveau. Il me fallait un miracle. Il fallait que quelque chose se passe dans ma vie. La foi, c'est bien. On peut le dire. Mais la vivre et l'expérimenter est une autre chose. Parce que j'étais prisonnière de moi-même, prisonnière de mes blessures, prisonnière de mes frustrations, prisonnière de tous ces coups intérieurs. Et en fait, seul lui pouvait réellement m'en sortir. Comment? Au travers de son amour. Et j'ai appris quel était l'amour véritable. Connaître le pardon, la paix, la vie, la joie. En un an, il a changé et transformé ma vie. Sarah, est-ce que le pardon est quelque chose de complètement acquis dans votre vie? Effectivement, le pardon a été une clé très essentielle et il m'a fallu du temps pour pouvoir l'acquérir, ce pardon. Premièrement, ça a été un processus et une étape qui a été essentielle pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pardon m'ouvre. Pardonner par moi-même a été très compliqué. Et une fois de plus, je reviens sur mon Jésus. Parce que c'est lui qui m'a donné la capacité de pouvoir pardonner. Pardonner premièrement déjà à mon agresseur. Parce que le fait que je le tienne en captivité déjà dans mon cœur m'emprisonnait en fait du coup dans ce viol-là. Bien que le pardon ne fait pas que j'accepte et que je tolère ce qu'il m'a fait. Non. Mais que je puisse le libérer de mon cœur a été une chose essentielle pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir avancer. Je ne pouvais plus garder ces rancœurs-là en fait parce que cela me détruisait intérieurement. Deuxièmement, il a fallu aussi que je puisse pardonner à mon entourage. Parce qu'inconsciemment, j'avais ce comportement-là, en fait, agressif envers eux, parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu? En fait, il fallait toujours que je puisse accuser quelqu'un, en fait, pour pouvoir justifier ma douleur et ce mal-là. Les pardonner aussi, et surtout moi,
moi, me pardonner d'avoir été victime de ça. Je pense que pour les personnes qui ont vécu des abus sexuels, ou peu importe, les violences qu'ils ont pu vivre, c'est surtout le pardon de soi, qui est vraiment quelque chose d'important. Sarah, quel est le but de ce témoignage à travers cette vidéo aujourd'hui? Le but de ce témoignage est de dire à toutes ces personnes qu'il est possible de s'en sortir. De leur dire qu'il est possible de se relever, en fait, d'avoir une nouvelle vie. Que oui, effectivement, on peut avoir vécu un viol, on peut avoir toutes ses conséquences, mais il est possible de pouvoir guérir, de pouvoir fleurir, de pouvoir retrouver espoir, de pouvoir être une nouvelle personne. Que ce genre d'acte n'est pas une fin en soi, mais qu'il est possible, mais uniquement Christ. Parce qu'il est vraiment celui qui change, celui qui transforme, celui qui bouleverse, celui qui donne une nouvelle identité. Il est réellement possible de s'en sortir. De ne pas penser que la solution se trouve dans le suicide, dans les médicaments, ou juste la phrase, comme on aime le dire, tel un slogan, oui, mais je continue à vivre avec. Non, c'est possible d'en être libre. C'est possible de grandir, de pouvoir tout reconstruire, en fait. Mais la différence se fait, vous le dites clairement, avec Jésus, parce que d'autres personnes ont vécu également le viol sans forcément rencontrer Jésus, et ces personnes vivent très bien, entre guillemets, elles poursuivent leur vie. Vous insistez, vous, sur le fait qu'elles peuvent mener une vie, mais si on n'a pas Jésus, apparemment, on va nulle part. Tout à fait. Parce que pour moi, il crée la différence. Aujourd'hui, je constate qu'il y a énormément d'associations. J'ai fréquenté aussi des personnes qui ont été victimes de viol. La seule différence qu'ils ont avec moi, c'est qu'elles gardent une pointe d'amertume. C'est-à-dire que leur passé revient. Elles se disent guéries, mais au fond d'eux, à l'intérieur d'eux, il y a quand même cette pointe d'amertume, de peur, de honte. Il leur manque quelque chose. Même quand elles mettent des associations en place, c'est dans le but de même d'aller l'accuser, le violeur. Elles n'ont pas la paix réellement, mais la paix réelle existe vraiment. Ce changement, cette nouvelle vie existe vraiment. Et pour moi, je dis en Christ, pourquoi? Parce que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé même de me dire d'essayer d'en vivre, mais ça avait tellement un impact et des conséquences dans ma vie que j'en voyais toujours des traces, en fait. Mais il est possible que cette odeur-là puisse réellement nous quitter, oui. Et j'insiste encore une fois, uniquement en Christ. D'accord. Donc la belle personne que vous êtes extérieurement est un peu à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui intérieurement, vous êtes guéri. Effectivement. Effectivement. Parce qu'il a bouleversé ma vie. Et c'est vraiment qui m'a restauré, qui m'a changé, qui m'a délivré de toutes ces chaînes qui me tenaient en captivité. Des chaînes de la culpabilité, de la honte, du rejet, du mépris, que ce soit envers moi ou envers les autres, de l'autodestruction, des limitations, de ces choses-là qui me disaient que je n'étais qu'une manque rien, que je ne pouvais rien faire. Et aujourd'hui, ouais, au travers de sa parole, en fait, j'ai même pas de mots. Dans la vie d'église, à travers les frères et les sœurs, vous avez également été aidés? Oui, énormément. Énormément par mon pasteur et par son équipe. Même des mamans qui ont su m'aimer, me prendre dans leurs bras, voilà, des paroles de confiance. C'est surtout ça, en fait. Ça a été quelque chose qui a été vital pour moi. Vraiment vital. Où je me disais, on ne me considère pas comme une victime, mais on me considère comme quelqu'un qui est capable, qui a des capacités, quelqu'un qui regorge de promesses, et ce qui a fait en fait que le meilleur en fait sort de moi, parce que eux, ils étaient capables en fait de voir ce que moi je ne voyais pas en moi. Quand j'avais la vision de moi-même, je ne voyais que le négatif, mais eux voyaient le positif. Du coup, ils oubliaient tout le négatif, mes souffrances, mes douleurs, mais ils ne voyaient que mes possibilités et mes capacités, en fait. Et les promesses que Dieu avait mises en moi. Et c'est ça, en fait, qui a été salutaire. Et ça a été déterminant dans mon changement, parce que c'est vrai, j'ai changé complètement. Mais ça a été vraiment... ça a été des clés, ça a été, comment dire ça, ça a été des choses nécessaires et indispensables à mon changement. C'est votre miracle. C'est mon miracle à moi. Ah oui, ça c'est mon miracle à moi. Parce que je savais que Dieu était capable de tout. Mais de me changer et de me transformer moi, ça c'était le plus beau des miracles que j'ai pu vivre dans ma propre vie. Être libre de moi-même, libre de mon passé, libre de mon histoire, ça a été waouh. Sarah, vous semblez visiblement complètement reboostée. Comment vous voyez envisager le futur? Le futur, glorieux, explosif, plein de bonheur, de paix, de joie, de projets, de concrétisation. Vivre ma vie. Enfin, vivre ma vie.
réaliser ma vie, mes rêves surtout, et être épanouie. Vivre une nouvelle vie, voilà, avec mes enfants, avec mon futur mari, avec tous les projets associatifs que j'ai aussi, et réaliser mes rêves. Enfin, pouvoir vivre. Tout simplement, pouvoir vivre. Sarah, on vous remercie pour ce moment privilégié. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va passer sur autre chose. Voilà. La vérité doit être dite. C'est des marionnettes et petits préfets des Occidentaux. Mais regardez pour cela. Maltraitance, viol, tout. Cette jeune fille, on lui dit de prendre son téléphone, de tenir. Et ils prennent un bâton, bam, hein, en Libye. Imaginez. Donc il y a plusieurs choses qui se passent dans le noir. Il y a des choses qui se passent, hein, dans les pays arabiques, hein, Maroc, Libye, tout ça. Mais voilà pourquoi moi, jamais j'ai voulu aller passer des vacances, hein, dans les pays arabiques. Jamais. Parce qu'en France, quand je regarde des amis, j'ai des amis arabes en France, mais quand je les regarde comment ils parlent, hein, il y a la violence qui sort dans leurs paroles. Alors, je me dis, combien de fois ceux qui sont là-bas chez eux, dans les pays arabiques, je me dis non, il ne faut jamais mettre pied là-bas. Et voilà. Oui. Vous verrez ce qui se passe, mais on se pose mille questions. Et les jeunes filles aujourd'hui, la prostitution forcée, hein, étudiantes, on les abuse, ça fait mal. On va où? On va où? Qu'est-ce qui se passe avec cette terre? Cette terre de méchanceté, cette terre de haine. Mais je sais pourquoi. Ce qui se passe dans ce monde, c'est par rapport au laisser-aller. Laisser-aller. L'Africain est trop bon. Nous, le peuple africain, nous sommes trop bons. On est trop bons. Aujourd'hui, la femme, elle est vendue, jeune fille violée, hein, on l'assassine, et silence total. Il y a pas mal de choses qui se passent. Hein? Pas mal. Hein? On va revoir un peu encore la vidéo. Parce que c'est important. C'est très important. On va revoir cette vidéo. Et après, je passerai sur d'autres vidéos. C'est important. Moi, j'ai pas mal d'amis filles, hein? Hein? Mais je respecte la femme. Même la mère de mes enfants, je la respecte. Hein? Et quand je vois ce qui se passe, comment on maltraite les filles, comment on maltraite les femmes, mais ça me fait mal au cœur. Il y a des moments où je me demande pourquoi? Pourquoi? C'est des êtres humains. Voilà pourquoi nous tous, les résistants vrais de ce nom et des combattants vrais de ce nom, nous devons en découdre avec les dictateurs, afin que
aucun jeune, aucune jeune fille ne sorte de l'Afrique en fouillant l'Afrique. Non. Je me rappelle quand j'étais enfant, il n'y avait pas ça. Quand j'étais enfant, je me souviendrai, je voyais la vie en rose. Je voyais des gens adultes vivre bien et ils étaient heureux. Mais est-ce que au XXIe siècle, en Afrique, les gens sont heureux? Non. On va suivre la Bonjour, c'est encore moi. Aller en Europe, passant par le désert et la mer, beaucoup de choses aussi passent. Cet objet que je tiens à main, c'est un cellulaire, un smartphone. Mais je vous dis, chers amis, que ça a une valeur plus importante que la vie humaine. L'homme, avec grand H, est un animal. Qu'est-ce que je dis? Même dans la jungle, les animaux, quand ils tuent, c'est dans le but de se nourrir. Ils ne tuent pas pour un plaisir. La vidéo que je vais vous présenter est une vidéo choquante. Les âmes sensibles, évitez de regarder la vidéo témoin qui arrive. Nous nous trouvons en Libye et nous sommes en 2017. Voici une jeune fille qui a décidé d'aller se chercher en Europe, passant par la Libye. Pour une histoire de cellulaire, regardez ce qui se passe. É isso, entendeu? Deu mole, aquilo. Deu mole já é, mano. É isso. Soco no olho, é. É isso. Deu mole, entendeu? Deu mole já é. Posso fazer nada. Já é. Foi. Foi. Tá bom. Moi, quand j'ai vu la vidéo, il y a une sueur froide qui m'a coulé dans le dos. Toi, qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton cousin qui est resté quelque part là-bas en Afrique? C'était moi. Ciao. Voilà. Et ça, c'est très très important pour que les peuples africains puissent comprendre que l'Europe, c'est pas un bijou. Hein. Les États-Unis, c'est pas un bijou. Hein. On est bien chez nous. Chez nous, on est bien. Regardez le bassin du Congo, comment c'est beau. Regardez les eaux, regardez les fleurs, regardez toutes les plantes qu'il y a, regardez les animaux qu'on a. Et vous verrez, hein, ceux qui rentrent dans les bassins du Congo, nos forêts pour aller voir, ce sont des blancs. Mais nous, le peuple africain, nous devons comprendre que l'Afrique, c'est bien. On est mieux chez nous. Si j'étais en Afrique, comme je disais dans une vidéo que j'ai dit, j'ai faite ce matin, j'allais avoir 20 à 22 enfants. Parce que nous, le peuple bantou, on aime avoir des enfants. Mais ici, en Europe, hein, ils inculquent à la jeune fille noire de ne pas mettre beaucoup d'enfants. Mais en Afrique, hein, les Africains font des enfants parce que Dieu aime ça. Dieu nous a donné le sens de faire des enfants et d'aimer. Parce que l'homme et la femme, ils doivent se multiplier. Regardez, quand j'étais en Afrique, ce que je vois en Europe, je ne voyais pas en Afrique. Hein. L'homosexualité, ça existait un peu par des blancs, mais c'était caché. Hein, en Afrique. Mais ce que je vois aujourd'hui, et quand je suis en Europe, je crie. Hein. Quand je sors dehors avec la famille, je vois 2 hommes, ils s'embrassent. 2 femmes s'embrassent. Mais la tête tourne. Je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Essayons de prendre le fil électrique. Plus c'est plus, on met ensemble, mais il y aura des étincelles de feu. Moins et moins, il y aura des étincelles de feu. Le plus